Je n'oublierai jamais ce regard. Ce regard de pur dégoût, froid et tranchant comme une lame de rasoir, que ma propre mère a lancé à ma fille de 9 ans, Lison, alors que nous tremblions de froid sur le perron enneigé de la maison familiale. Dégage! Tu n'es plus ma petite fille, a-t-elle hurlé, sa voix brisant le silence sacré et feutré de la nuit de Noël. À ce moment précis, je pensais avoir tout perdu. J'avais perdu ma dignité en revenant vers ceux qui m'avaient blessé, j'avais perdu ma famille, et j'avais perdu l'illusion naïve que mes parents pouvaient encore m'aimer. Mais ce que j'ignorais, c'est que dans l'ombre, mon chien Néron, un rottweiler loyal que ma mère méprisait de tout son être, préparait déjà une vengeance si parfaite, si puante et si dévastatrice que même la police de Vichy en resterait bouche bée quelques heures plus tard. Ce qui devait être une soirée de réconciliation et de pardon s'est transformé en une scène de crime culinaire inoubliable, et croyez-moi, le karma a parfois une odeur très particulière. Bonjour à tous et merci infiniment de me rejoindre aujourd'hui pour cette histoire. J'espère sincèrement qu'elle vous donnera la force nécessaire pour dire non aux personnes toxiques qui vous entourent, même si ces personnes partagent votre sang et votre nom de famille. Avant de plonger dans les détails sordides et incroyables de cette soirée cauchemardesque, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? Êtes-vous installé confortablement à Paris, à Marseille, à Bordeaux ou peut-être à l'étranger? Écrivez-le-moi dans les commentaires maintenant. J'adore lire vos messages et imaginer que nous formons une grande famille solidaire, bien plus unie et bienveillante que celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Ludivine. J'ai 40 ans et je suis technicienne en radiologie dans un hôpital public de la région. Ma vie n'est pas un conte de fées, elle est faite de gardes de nuit épuisantes, de factures à payer et de petits bonheurs simples, mais elle est remplie d'amour grâce à 2 êtres exceptionnels, ma fille Lison, une petite fille sensible, créative et douce, et Néron, notre chien. Néron est un croisé rottweiler impressionnant par sa taille et sa musculature, mais c'est une véritable patte, un ours en peluche vivant. Depuis la mort tragique de mon mari Pierre, il y a 3 ans, Néron s'est autoproclamé gardien de notre petit foyer. Il dort au pied du lit de Lison chaque nuit et me suit partout dans l'appartement comme une ombre rassurante et protectrice. Ce 24 décembre 2023, nous étions en route pour Vichy, la ville thermale bourgeoise où résident mes parents, Bernadette et Gervais. La route était glissante, recouverte d'une fine pellicule de verglas, et le chauffage de ma vieille voiture peinait à contrer le froid glacial qui s'abattait sur le département de l'Allier. Mes mains étaient moites sur le volant, non pas à cause de la conduite difficile, mais à cause de l'anxiété qui me tordait le ventre depuis le matin. C'était une boule d'angoisse familière, celle que je ressentais à chaque fois que je devais interagir avec ma famille. « Maman, tu crois que grand-mère aimera mon dessin ?» a demandé Lison depuis la banquette arrière, sa voix pleine d'incertitude. Elle serrait contre elle un rouleau de papier cadeau qu'elle protégeait comme un trésor. Je l'ai regardé dans le rétroviseur central. Ses grands yeux noisettes brillaient d'un espoir innocent qui me brisait le cœur. Elle avait passé 2 semaines à travailler sur ce dessin. Bien sûr, ma chérie, ai-je menti avec un sourire forcé. Elle va l'adorer. C'est le plus beau cadeau qu'elle puisse recevoir. La vérité, c'était que ma mère, Bernadette, ne s'intéressait qu'aux apparences, au luxe et à ce que pensaient les voisins. Et nous, avec ma voiture rouillée qui faisait un bruit de casserole et mes vêtements achetés en friperie, nous faisions tâche dans son décor parfait. Si nous allions là-bas ce soir-là, c'était uniquement parce qu'elle m'avait appelé la veille au soir, en larmes, jouant la comédie comme jamais. Ludivine, avait-elle sangloté au téléphone, je suis malade. Le médecin est inquiet. Il dit que c'est peut-être mon dernier Noël. Je veux voir Lison. Je veux qu'on soit tous réunis une dernière fois. S'il te plaît, pour une fois dans ta vie, ne sois pas égoïste. Égoïste. C'était son mot préféré pour me décrire, son arme favorite pour me culpabiliser. Pourtant, c'est moi qui avais payé ses soins dentaires coûteux l'année précédente quand elle se plaignait de ne pas être remboursée. C'est moi qui venais la voir chaque fois qu'elle avait un rhume ou une migraine. Mais dans la famille, le rôle du héros, de l'enfant prodige, était déjà pris par mon frère cadet, Romaric. Romaric, le Golden Child, l'enfant roi à qui on ne refusait rien. À 35 ans, il se définissait pompeusement comme un entrepreneur visionnaire, ce qui signifiait en réalité qu'il vivait au crochet de nos parents après avoir planté 3 entreprises différentes et dilapidé des fortunes. Néron, assis sur le siège passager à côté de moi, a posé sa grosse tête lourde sur ma cuisse et a laissé échapper un gémissement plaintif, presque humain. Il sentait mon stress, il absorbait mes émotions comme une éponge. Les chiens ont ce 6e sens incroyable, n'est-ce pas? Il savait que nous entrions en territoire hostile, il savait que je n'avais pas envie d'y aller. « Ça va aller, mon grand »,
lui ai-je chuchoté en caressant son pelage noir et feu, rêche sous mes doigts. On mange, on sourit, on fait acte de présence et on repart. Je me répétais ces mots comme un mantra pour ne pas faire demi-tour. Je ne savais pas encore que Romaric m'attendait de pied ferme, non pas pour célébrer la naissance du Christ ou partager un moment fraternel, mais pour me tendre un piège financier machiavélique qui allait faire exploser notre famille pour toujours. Pour comprendre pourquoi j'avais la nausée en garant ma voiture devant le portail en fer forgé imposant de mes parents, il faut que je vous raconte un peu le passé, que je vous explique les dynamiques tordues de notre famille. Dans chaque famille toxique, il y a souvent une distribution des rôles immuables, l'enfant doré et le bouc émissaire. J'étais le bouc émissaire, celle qui devait tout supporter, celle qui n'était jamais assez bien. Romaric était le soleil autour duquel mes parents gravitaient, l'astre brillant qui ne pouvait commettre aucune erreur. 2 ans plus tôt, juste après le décès brutal de mon mari Pierre dans un accident de voiture, j'avais touché une petite somme de son assurance vie. C'était de l'argent sacré pour moi, destiné aux études futures de Lison, à son permis de conduire, à son premier appartement. C'était notre filet de sécurité, notre bouée de sauvetage dans un océan d'incertitude. Mais Romaric avait eu une idée de génie, une de plus, ouvrir un bar à vin conceptuel dans le centre chic de Vichy. Il lui manquait 40 000 € pour débloquer le prêt bancaire et démarrer les travaux. Mes parents m'avaient convoqué, ils m'avaient encerclé, ils m'avaient supplié. C'est ton frère, Ludivine, m'avait dit mon père, Gervais, avec ce ton plaintif et misérable qu'il utilise toujours pour me culpabiliser et obtenir ce qu'il veut. Il a besoin d'un coup de pouce pour démarrer. Si tu ne l'aides pas, tu brises ses rêves. Et puis, c'est un investissement sûr, tu le sais bien. Ma mère avait renchéri, plus agressive. Tu as cet argent qui dort sur un compte en banque. Tu préfères le laisser à la banque pour engraisser des inconnus plutôt que d'aider ta propre chair et ton propre sang? Pierre aurait voulu que tu aides la famille. Sous la pression constante, épuisée par le deuil et la solitude, j'avais fini par céder. J'avais prêté les 40 000 €. Sans contrat formel devant notaire, juste une reconnaissance de dette griffonnée sur un coin de table de cuisine, parce qu'entre familles, on se fait confiance, n'est-ce pas? C'était l'argument fatal. 6 mois plus tard, le bar a fait faillite, comme tout le monde l'avait prédit sauf eux. Romaric avait passé plus de temps à offrir des tournées générales de champagne à ses amis et à jouer au patron important qu'à gérer les comptes et les stocks. Quand j'ai demandé le remboursement promis, ils m'ont ri au nez. Tu vois bien qu'il est malheureux. A crié ma mère, outrée par mon audace. Il a tout perdu. Tu ne penses qu'à l'argent, c'est indécent. Tu devrais avoir honte de réclamer des sous à ton frère en détresse. Depuis ce jour, je n'avais pas revu un seul centime. Je vivais chichement, comptant chaque euro pour les courses au supermarché, privant Lison de vacances, tandis que Romaric continuait de porter des costumes de marque italienne et de conduire la vieille Mercedes de collection de mon père. J'avais pris mes distances pour me protéger, limitant les contacts au strict minimum, quelques appels brefs pour les anniversaires. Mais la maladie mortelle soudaine de ma mère avait réactivé ma culpabilité d'enfant mal aimé qui cherche toujours l'approbation de ses parents. Je voulais que Lison ait des souvenirs avec ses grands-parents, même s'ils étaient imparfaits. Quelle erreur monumentale j'ai commise ce soir-là. En arrivant devant la maison, j'ai remarqué que la façade était illuminée comme les Champs-Élysées. Des guirlandes clignotantes couraient le long des gouttières, un renne lumineux géant trônait au milieu de la pelouse gelée, et des projecteurs inondaient la façade de rouge et de vert. C'était vulgaire, bruyant, excessif. Tout le contraire de ma vie actuelle, faite de discrétion et de simplicité. J'ai coupé le moteur. Le silence est retombé, lourd et oppressant, seulement troublé par le tic-tac du moteur qui refroidissait. On est arrivé? A demandé Lison en détachant sa ceinture. Oui, ma puce. N'oublie pas ce qu'on a dit. On reste poli, on dit merci, on ne répond pas aux méchancetés, et si tu veux partir, tu me fais le signal secret. Le signal secret, c'était se gratter le nez 2 fois rapidement. Nous l'avions mis au point avant de partir, comme 2 agents secrets en mission derrière les lignes ennemies. Néron a aboyé doucement, un son grave et profond, en voyant une silhouette s'approcher de la voiture. C'était Romaric. Il portait un pull en cachemire bordeaux qui devait coûter le prix de mon loyer et tenait une cigarette électronique à la main. Il a tapoté sur ma vitre avec une arrogance qui m'a donné envie de faire marche arrière immédiatement et de rentrer chez moi. J'ai baissé la vitre. L'air glacial de la nuit s'est engouffré dans l'habitacle, nous faisant frissonner. Salut la compagnie, a-t-il lancé sans le moindre sourire. Son regard froid a glissé sur Lison sans s'arrêter, comme si elle était invisible,
puis s'est posée sur Néron avec un dégoût palpable. « Tu as amené la bête ? Maman va piquer une crise, tu le sais très bien. » « Il reste avec nous, » ai-je répondu fermement, sentant la colère monter. Je ne vais pas le laisser seul à l'appartement le soir de Noël alors que les voisins tirent des pétards. Il a peur. Il est propre et bien élevé, contrairement à certains humains que je connais. Romaric a eu un petit rire méprisant, une sorte de ricanement sec. Toujours aussi piquante, Ludivine. Toujours aussi aigrie. Allez, sortez de cette épave. Les voisins vont croire qu'on reçoit les éboueurs ou les gens du voyage. Cette phrase, cette insulte gratuite, aurait dû me faire partir. Mais je suis restée. Pour Lison. Pour la promesse d'un dernier Noël avec ma mère mourante. Je suis descendue de voiture, mes bottes crissant dans la neige, j'ai attaché la laisse de Néron, et j'ai pris la main gantée de ma fille. Nous nous sommes dirigés vers la gueule du loup, sans savoir que le piège allait se refermer violemment dès le seuil de la porte franchie. À peine avions-nous fait 3 pas vers l'entrée majestueuse de la maison que Romaric nous a barré la route physiquement. Il a exhalé une bouffée de vapeur parfumée à la vanille chimique qui m'a pris à la gorge et m'a fait tousser. « Attends une minute » a-t-il dit en levant la main comme un policier faisant la circulation. Le chien ne rentre pas. C'est non négociable. J'ai senti la laisse se tendre dans ma main. Néron, sentant l'hostilité émanant de mon frère, s'est collé contre ma jambe, cherchant ma protection. « Pardon ?» ai-je répliqué, incrédule. Il fait moins 2 degrés, Romaric. Il neige. Le vent est glacial. Tu veux que je le laisse ou? Dans la voiture? Il va geler sur place. Il a pointé du doigt le fond du jardin sombre, vers une vieille cabane en bois délabré qui servait autrefois à stocker les outils de jardinage et qui, je le savais pertinemment, était infestée de rats et de courants d'air. Là-bas. Il y a un toit. Ça suffira amplement pour un chien. Ce n'est qu'une bête, Ludivine, arrête de le traiter comme un humain. Tu plaisantes, j'espère? C'est une ruine. Le toit fuit, il n'y a pas de porte. Je vais le mettre dans le garage, il y a le chauffage d'appoint et c'est isolé. Non, a tranché Romaric avec autorité. Dans le garage, il y a ma nouvelle moto, une Ducati. Je ne veux pas que ton monstre la raie avec ses griffes ou pisse dessus par jalousie. Lison a serré ma main très fort, ses petits doigts s'enfonçant dans ma paume. Maman, Néron va avoir froid. Sa petite voix tremblait de peur et de compassion pour son ami à 4 pattes. La colère a commencé à monter en moi, une chaleur sourde qui partait de mon estomac et envahissait ma poitrine. Soit il va dans le garage, soit on repart tout de suite. Je ne discute pas. C'est ma condition. Romaric m'a fixé, ses yeux plissés, pesant le pour et le contre. Il savait que si je partais maintenant, il ne pourrait pas mettre son plan à exécution auquel qu'il soit. Il avait besoin de moi à l'intérieur. D'accord, a-t-il fini par grommeler, visiblement contrarié. Mais tu l'attaches court. Très court. S'il touche à ma moto, s'il y a une seule égratignure, je te jure que je le transforme en tapis de sol. Nous avons installé Néron dans un coin du garage, loin de la précieuse moto rouge rutilante et de la voiture de mon père. Je lui ai laissé sa couverture polaire que j'avais apportée et un bol d'eau fraîche. Son regard triste et implorant quand j'ai fermé la porte du garage m'a transpercé le cœur. Je reviens vite, promis, mon chien, lui ai-je dit à travers la porte. Je ne savais pas à quel point cette promesse allait être tenue de manière spectaculaire et inattendue. Nous sommes enfin entrés dans la maison. Le choc thermique a été brutal. La chaleur était étouffante, saturée d'odeurs de dinde rôtie, de foie gras chaud et de parfums lourds et entêtants. Ma mère, Bernadette, trônait dans son fauteuil Louis XV au milieu du salon, comme une reine vieillissante sur son trône. Pour une femme soi-disant à l'article de la mort, elle avait une mine superbe, le teint frais et les joues roses. Elle portait une robe de cocktail à paillettes dorées qui moulait ses formes, ses cheveux étaient parfaitement coiffés en chignon laqué, et elle arborait ses perles les plus chères autour du cou. « Ah, vous voilà enfin !» a-t-elle dit sans faire l'effort de se lever. « Vous êtes en retard. On vous attend pour commencer l'apéritif. » Lison s'est avancée timidement, intimidée par le décor et l'ambiance. « Bonsoir, grand-mère. Joyeux Noël. » Elle a tendu les bras pour un câlin, cherchant un peu d'affection. Ma mère a esquissé un mouvement de recul, comme si Lison était contagieuse ou sale. Elle a juste tendu une joue poudrée, froide et distante.
Fais attention à ma robe, Lison. Tes mains sont propres? Tu as touché le chien? Lison a retiré ses mains précipitamment, confuse et blessée par ce rejet. Oui, grand-mère, je me suis lavé les mains. Et cette tenue, a continué ma mère en scrutant le petit pull rouge bon marché de ma fille avec une moue dédaigneuse. C'est du synthétique? Ça fait vraiment bas de gamme, Ludivine. Tu aurais pu faire un effort pour Noël, l'habiller convenablement. Mon père, Gervais, était debout près de la cheminée en marbre, un verre de whisky à la main. Il m'a fait un signe de tête vague, évitant soigneusement mon regard. Il avait l'air encore plus fuyant et mal à l'aise que d'habitude. Il semblait porter le poids du monde sur ses épaules voûtées. « Bonsoir papa », ai-je dit froidement. Maman a l'air, en pleine forme pour quelqu'un de gravement malade. Je m'attendais à la trouver au lit. Bernadette a poussé un soupir théâtral, posant une main sur sa poitrine. C'est l'adrénaline, ma pauvre fille. Je souffre en silence, je prends sur moi pour ne pas gâcher la fête. Mais passons à table, j'ai faim et mes médicaments me donnent des fringales. L'atmosphère était électrique, chargée de non-dits et de tensions palpables. Nous nous sommes assis autour de la grande table en chêne massif, dressée avec la porcelaine de Limoges, celle avec les liserés dorés et les motifs floraux délicats que ma mère chérissait plus que ses propres enfants. Romaric s'est assis en face de moi, un sourire carnassier aux lèvres. Il n'arrêtait pas de tapoter la poche intérieure de sa veste de costume, comme pour vérifier qu'un objet précieux s'y trouvait bien. Je savais que quelque chose se tramait. Mon instinct me criait de fuir. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte l'artillerie lourde avant même que l'entrée ne soit servie. À peine les toasts au saumon fumé et les coupes de champagne servies, mon père s'est raclé la gorge bruyamment. C'était le signal. Tout le monde s'est tu. Il a posé son verre sur la table avec un claquement sec et a sorti une enveloppe Kraft épaisse de sa poche intérieure. Il a glissé sur la nappe blanche immaculée, la faisant glisser lentement jusqu'à moi, comme une condamnation à mort. Ludivine, a-t-il commencé, la voix mal assurée et tremblante. Nous devons parler de choses sérieuses avant de commencer le repas. Nous avons un problème de famille, un gros problème. J'ai regardé l'enveloppe jaune, puis mes parents, puis Romaric qui affichait un air de faux repentir absolument grotesque, jouant la comédie de l'homme abattu. Quel genre de problème? Ai-je demandé, sans toucher à l'enveloppe, craignant ce qu'elle pouvait contenir. C'est Romaric, a intervenu ma mère, prenant le relais avec autorité et impatience. Ton frère a eu quelque malchance en affaires récemment. Il a été victime de gens malhonnêtes, de jaloux. Romaric a baissé les yeux vers son assiette vide. J'ai voulu investir dans les crypto-monnaies et le trading en ligne. On m'a arnaqué, lui dit. Je suis dans une situation délicate, très délicate. J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts qui commençaient à trembler. À l'intérieur, il n'y avait pas de documents d'investissement complexes, mais des mises en demeure de sociétés de crédit à la consommation, des relances d'huissiers et, pire encore, une lettre manuscrite menaçante réclamant une somme astronomique, signée d'un nom qui ne m'inspirait rien de bon. J'ai parcouru les chiffres, les additionnant mentalement. Mon sang s'est glacé dans mes veines. 200 000 euros? Ai-je chuchoté, incrédule, la voix étranglée. Tu as 200 000 euros de dette? Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas le moment de juger ou de faire la morale. A aboyé ma mère. Le fait est qu'il doit payer, et vite. Ces gens sont dangereux, ils ont menacé de venir ici. Et alors? Ai-je répondu, sentant la panique monter, mon cœur battant la chamade. Pourquoi vous me montrez ça? Je n'ai pas cet argent. Vous savez très bien que je n'ai rien, je finis mes mois à découvert. Mon père a repris la parole, essayant d'être conciliant. Toi, non, tu n'as pas de liquidité. Mais tu as l'appartement. Tu es propriétaire. Le silence qui a suivi cette phrase était assourdissant, lourd de conséquences. Lison a arrêté de manger son toast, sentant la gravité du moment, ses yeux passant de moi à son grand-père. L'appartement? Ai-je répété lentement, essayant de comprendre l'incompréhensible. Mon appartement? Celui que j'ai fini de payer avec l'assurance d'essai de Pierre? C'est le toit de ma fille. C'est tout ce que nous avons. Écoute, a dit Romaric, se penchant vers moi par-dessus la table, son visage changeant d'expression. On a juste besoin que tu mettes ton appartement en garantie pour un prêt consolidé bancaire.
Ou mieux, que tu le vendes rapidement. Tu pourrais retourner vivre en location, prendre quelque chose de plus modeste, un petit 2 pièces. C'est juste temporaire, le temps que je me refasse une santé financière. Je te rembourserai, je te le jure. J'étais sidérée, choquée par tant d'audace et d'égoïsme. Tu veux que je vende ma maison, la seule sécurité de Lison, pour payer tes dettes de jeu? Parce que c'est du jeu, n'est-ce pas? De la crypto, du trading sauvage, c'est du pari. Tu as joué et tu as perdu. Ma mère a frappé du poing sur la table, faisant teinter la porcelaine et sursauter Lison. Ne sois pas hystérique, Ludivine. C'est ton frère. Il risque sa vie. Toi, tu es une femme, tu es encore jeune, tu as un physique agréable, tu peux te remarier, trouver un homme pour t'entretenir et t'acheter une autre maison. Romaric est un homme, il a besoin de son statut social, de sa carrière, de sa réputation. On ne peut pas le laisser couler. C'est le pilier de la famille. Arrêtons-nous une seconde. Je veux que vous preniez un moment pour imaginer cette scène, pour la visualiser. Vos propres parents, ceux qui sont censés vous protéger, vous demandent de sacrifier le toit de votre enfant, votre unique bien, pour sauver le frère qui vous a déjà volé par le passé et qui ne fait rien de sa vie. Que feriez-vous à ma place? Est-ce que vous signeriez pour sauver la famille et l'honneur? Ou est-ce que vous renverseriez la table de rage? Dites-moi franchement ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. J'ai besoin de savoir si je suis folle de penser que c'est monstrueux, ou si leur demande était aussi abjecte que je le pensais. C'est hors de question, ai-je dit, ma voix tremblante de rage contenue, essayant de rester calme pour ne pas effrayer Lison davantage. Je ne signerai rien. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Tu es une sans cœur. A craché ma mère, son visage se déformant par la haine. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Après t'avoir élevé, nourri. Ce que vous avez fait? Vous m'avez pris mes 40 000 euros. Vous ne m'avez jamais remboursé. Et maintenant vous voulez ma maison? Vous voulez que ma fille et moi en finissent à la rue pour que monsieur puisse continuer à jouer au grand seigneur? C'était un don. A crié Romaric, perdant son calme. On ne prête pas à la famille, on donne. C'est ça la solidarité. C'est là que j'ai compris, avec une clarté aveuglante. Il n'y avait pas de maladie. Pas de cancer, pas de Noël, pas d'amour. Juste une embuscade préméditée pour me dépouiller du peu qu'il me restait. J'ai regardé Lison. Elle avait les larmes aux yeux, terrifiée par les cris et la violence des mots. On s'en va, ai-je dit en me levant brusquement, renversant presque ma chaise. Lison, prends ton manteau. On rentre à la maison. Mon refus catégorique a agi comme un détonateur dans la pièce surchauffée. Romaric s'est levé d'un bond, son visage devenant pourpre de colère, les veines de son cou saillant dangereusement. Il n'était plus le frère malchanceux et victime, il était le prédateur à qui on refusait sa proie légitime. Tu ne partiras pas d'ici sans signer. A-t-il hurlé, sa voix montant dans les aigus. Il a contourné la table à grandes enjambées et s'est interposé physiquement entre nous et la double porte du salon. Pousse-toi, Romaric, ai-je averti, en serrant Lison contre moi, sentant son petit corps trembler contre ma hanche. Laisse-nous passer. Tu te crois supérieur, hein? A-t-il ricané, postillonnant presque. Avec ta petite vie médiocre, ton boulot minable à l'hôpital et ta fille? Il a cherché un mot blessant, scannant la pièce du regard. Ta fille qui ne sait même pas faire un cadeau correct. Qui arrive les mains vides ou presque. Il a saisi le sac en papier craft que Lison tenait toujours fermement contre elle. Avant que je puisse réagir ou l'arrêter, il en a sorti le dessin encadré que ma fille avait mis des heures et des heures à réaliser avec amour. C'était un portrait maladroit, aux couleurs vives, mais incroyablement touchant de nous 5, mes parents, Romaric, Lison et moi, avec Néron dessiné en gros à côté. Au-dessus, elle avait écrit d'une écriture appliquée, la famille pour toujours. C'est quoi cette merde? A dit Romaric en tenant le cadre du bout des doigts comme s'il tenait un déchet radioactif. On a besoin de cash, de solutions réelles, pas de gribouillage d'enfants attardés. Non? A crié Lison, tendant la main pour récupérer son œuvre. Sous nos yeux horrifiés, Romaric a levé le dessin au-dessus de sa tête et l'a fracassé violemment contre le coin de la table en chêne massif. Le verre s'est brisé avec un bruit sec et cristallin qui a résonné dans toute la pièce. Il a arraché le papier du cadre brisé et l'a déchiré en deux,
puis en 4, jetant les morceaux par terre comme des ordures insignifiantes. Voilà ce que j'en fais de ta famille, a-t-il hurlé, piétinant les débris de verre et de papier. Lison a poussé un cri déchirant, un cri de douleur pure, et a éclaté en sanglots convulsifs, se cachant le visage dans les plis de ma jupe. Le temps s'est arrêté. Le silence est retombé, lourd de violence. J'ai regardé mes parents. J'attendais une réaction. J'attendais, naïvement, que mon père se lève enfin, qu'il retrouve sa dignité et gifle son fils pour cet acte de cruauté gratuite. J'attendais que ma mère dise « ça suffit, tu vas trop loin ». Mais rien. Absolument rien. Mon père regardait ses chaussures, fasciné par ses lacets, lâche comme toujours. Ma mère a simplement pincé les lèvres, ajusté son collier de perles et a dit d'un ton glacial et détaché « Il est à bout de nerfs, Ludivine. Tu l'as provoqué en refusant de l'aider. C'est de ta faute si on en arrive là. Tu pousses les gens à bout. » C'était la goutte d'eau. La phrase de trop qui fait déborder le vase. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant, mais ce n'était pas mon cœur. C'était le lien toxique qui me retenait encore à eux. C'était la fin de mes illusions. J'ai pris le visage inondé de larmes de Lison dans mes mains. Ne pleure pas, ma chérie. Ce dessin était trop beau pour eux. Ils ne le méritent pas. Ils ne méritent pas ton amour, ni tes larmes. Je me suis redressée, habitée par un calme froid et terrifiant, une détermination nouvelle. Romaric, tu es pathétique. Tu es un homme fini. Maman, papa, vous êtes complices de sa folie. J'ai honte d'être votre fille. Nous partons, et ne cherchez jamais, je dis bien jamais, à nous recontacter. Vous êtes morts pour nous. J'ai bousculé Romaric qui bloquait toujours le passage. Surpris par ma force et ma détermination soudaine, il a titubé sur le côté, manquant de tomber. J'ai entraîné Lison vers le couloir sombre. Je voulais juste sortir de cet enfer, récupérer mon chien dans le garage et disparaître à jamais de leur vie. Mais ma mère n'avait pas dit son dernier mot. Elle ne pouvait pas supporter qu'on lui tourne le dos, qu'on lui désobéisse. Elle devait avoir le dernier mot, la dernière blessure, la victoire finale. Elle nous a suivis jusqu'à la porte d'entrée, ses talons claquant furieusement sur le carrelage comme un compte à rebours avant l'explosion. Nous étions enfin sur le perron, à l'extérieur. L'air froid m'a giflé le visage, un contraste violent avec la chaleur étouffante et malsaine de la maison. La neige tombait doucement, silencieusement, indifférente au drame humain qui se jouait. J'essayais de trouver mes clés de voiture au fond de mon sac à main avec des doigts gourds et tremblants, mon cœur battant dans mes tempes. Ma mère a ouvert la porte d'entrée à la volée. Elle se tenait là, encadrée par la lumière dorée du hall, telle une sorcière maléfique dans sa robe à paillettes, le visage déformé par une rage pure. Elle ne me regardait pas moi. Elle regardait Lison, ma petite fille innocente qui pleurait toujours silencieusement, serrant ma main de toutes ses forces. « Tu pleures » a-t-elle lancé avec un mépris insondable, une cruauté sans bornes. « Tu ferais mieux de pleurer sur ta mère qui est une égoïste incapable d'aider sa propre famille. Tu vas devenir comme elle, une ratée ingrate. Laissez-la tranquille. » Ai-je crié en me mettant physiquement devant ma fille pour faire bouclier. Ne lui parlez pas. C'est laquelle a prononcé la sentence, la phrase qui allait sceller son destin pour la soirée et pour le reste de sa vie. Elle a levé un doigt manucuré vers Lison, pointant son petit visage baigné de larmes et a hurlé de toutes ses forces, « Dégage. Tu n'es plus ma petite fille. Je ne veux plus jamais voir ta tête ni celle de ton père raté dans cette maison. Ici, on ne veut pas de toi, ni de ta mère la traîtresse. Vous n'êtes plus rien pour nous. Vous êtes la honte de cette famille. Chien et bâtarde, dehors. » Les mots ont claqué comme des coups de fouet. Bâtarde. Elle avait osé. Elle a claqué la lourde porte en chêne si fort que les vitres ont tremblé dans leur cadre. Puis, j'ai entendu le bruit sec et définitif du verrou qui tourne. Clac. Silence. Juste le sifflement du vent dans les arbres nus et les reniflements étouffés de Lison. Maman. Grand-mère a dit que je suis une bâtarde ? A demandé Lison, la voix brisée, levant vers moi ses yeux remplis d'incompréhension. C'est quoi une bâtarde ? J'étais pétrifiée, incapable de bouger. La violence des mots était telle que je n'arrivais pas à respirer. Non, chérie. Grand-mère est folle. Elle est méchante. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée.
Ne l'écoute pas. Mais alors que je cherchais encore mes clés, un bruit est venu du côté de la maison. Un bruit sourd, rythmé, puissant. Boum. 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 C'était dans le garage. Et soudain, un craquement sinistre de bois qui cède. Je me suis souvenu d'un détail crucial. La porte latérale du garage, celle qui communiquait directement avec le jardin où nous étions, était vieille, vermoulue et fermait mal. Et je me suis souvenu aussi que Néron détestait deux choses par-dessus tout au monde, les cris agressifs et sentir que Lison était en détresse. Il avait entendu les hurlements de ma mère. Il avait senti la peur et la tristesse de Lison à travers les murs. Son instinct de protecteur s'était réveillé. « Maman, regarde !» a chuchoté Lison en pointant le garage du doigt, ses larmes s'arrêtant net. La porte latérale a explosé vers l'extérieur dans une gerbe d'écharde. Une masse noire et puissante de 50 kilos a jailli dans la neige. Néron. Il ne s'est pas dirigé vers nous pour nous faire la fête. Il a tourné sa tête massive vers la maison, vers la grande baie vitrée illuminée de la salle à manger où mes parents et Romaric s'étaient assis, probablement pour trinquer à leur victoire et se féliciter de nous avoir chassés. Les oreilles de Néron étaient couchées en arrière, ses babines retroussées. Il a émis un grondement sourd, un son primal qui venait du fond de sa gorge et qui a fait vibrer ma propre cage thoracique. Ce qui allait se passer ensuite, je n'aurais jamais pu l'imaginer, même dans mes rêves les plus fous ou les scénarios les plus improbables. La porte-fenêtre de la salle à manger n'était pas verrouillée, juste fermée. Et Néron avait très, très faim, il n'avait pas mangé depuis le matin en prévision du repas de Noël, et il était très, très en colère de nous savoir dehors. Néron a foncé. Il n'a pas couru, il a chargé comme un taureau furieux dans l'arène. Il a traversé la terrasse enneigée en 3 bonds puissants et gracieux. J'ai vu Romaric à travers la vitre, levant son verre de vin rouge, un sourire suffisant et victorieux aux lèvres. Son sourire s'est effacé instantanément, remplacé par un masque de terreur pure, quand il a vu la bête noire foncer droit sur la baie vitrée. Néron a percuté la porte-fenêtre de tout son poids. Heureusement pour lui, et malheureusement pour eux, elle s'est ouverte sous l'impact violent, le loquet était vieux et mal enclenché, s'écrasant contre le mur intérieur avec un fracas de verre brisé et de métal tordu. « Non !» a hurlé ma mère, se levant d'un bond. Je me suis précipitée vers la fenêtre, Lison sur mes talons, nous sommes restés là, spectatrices impuissantes et fascinées de la scène apocalyptique qui se déroulait à l'intérieur, comme devant un film au ralenti. Néron n'a attaqué personne. Ce n'est pas un chien méchant, il est dressé et équilibré. C'est un chien gourmand et opportuniste. Il a totalement ignoré Romaric qui a sauté sur sa chaise en hurlant comme une fillette effrayée. Il a ignoré mon père qui tentait maladroitement de se cacher derrière le buffet en merisier. Néron avait une cible unique et précise, la table du festin. Il a posé ses 2 pattes avant énormes et pleines de neige sur la nappe en dentelle blanche immaculée. La table a tangué dangereusement sous son poids. D'un coup de mâchoire précis et rapide, il a saisi la dinde de 5 kilos, dorée à souhait, qui trônait au centre. En tirant dessus pour la faire tomber, il a entraîné avec lui la nappe et tout le reste. Ce fut une symphonie de destruction. La soupière en argent remplie de velouté de potiron, par terre, explosant en une flaque orange. Les verres en cristal de baccarat, explosés en 1000 morceaux scintillants. La fameuse sauce aux morilles, fierté de ma mère, renversée intégralement sur le tapis persan crème hors de prix que ma mère avait mis des années à payer. Mon tapis. Mon tapis. Glapissait Bernadette au bord de l'apoplexie, les mains sur la tête, assistant à la destruction de son univers matériel. Néron, lui, était au paradis. Il a englouti la dinde à même le sol, déchirant la chair, croquant les os, éclaboussant de graisse et de sauce les chaussures italiennes en cuir de Romaric qui n'osaient pas descendre de sa chaise perchée. Mais le clou du spectacle, la pièce de résistance, l'acte final de cette tragédie grecque, restait à venir. La dinde, riche en graisse, farcie au marron et aux épices, mélangée au stress de l'enfermement et au froid, a eu un effet immédiat, violent et dévastateur sur le transit intestinal de mon chien. Après avoir fini son festin en un temps record, Néron a cherché un endroit confortable pour se soulager. Il a grimpé, oui, il a littéralement grimpé sur le fauteuil de velours rouge de ma mère, celui qui était en bout de table, le siège royal. Il a tourné 3 fois sur lui-même, piétinant le velours, sous les regards horrifiés et impuissants de ma famille. Et là, il s'est accroupi, le dos rond, le regard concentré. Fais quelque chose. Il va chier. A hurlé Romaric à mon père, la voix étranglée par le dégoût.
Mais c'était trop tard. Le destin était en marche. Avec un soupir de soulagement audible, Néron a libéré un torrent, une véritable coulée de lave brune, liquide et fumante. Il a visé avec une précision diabolique, directement sur l'assiette en porcelaine de Limoges de ma mère qui était restée sur la table devant le fauteuil, et cela a débordé généreusement sur le velours du siège et sur la nappe. L'odeur, même de dehors, avec le froid, j'ai cru la sentir. C'était une arme chimique, une punition divine. Néron a fini, s'est secoué vigoureusement, envoyant quelques gouttelettes de bave, et probablement d'autres substances, sur le pantalon de costume de Romaric, puis il a sauté à terre, l'air satisfait, repu et fier de son œuvre. À l'extérieur, Lison a arrêté de pleurer. Elle a écarquillé les yeux, a regardé la scène incroyable, puis m'a regardé. Et nous avons éclaté de rire. Un rire nerveux, hystérique, incontrôlable, libérateur. C'était horrible, c'était dégoûtant, c'était un désastre, mais mon Dieu, c'était la plus belle justice poétique que j'ai jamais vue de ma vie. Le chien qu'ils avaient traité comme un moins que rien venait de souiller tout ce qu'ils avaient de plus cher, leur luxe et leur arrogance. Le rire a été de courte durée, car les lumières bleues et tournantes des gyrophares ont illuminé la rue enneigée, projetant des ombres dansantes sur les façades des maisons bourgeoises. Les voisins, alertés par les cris hystériques de ma mère, qui hurlait comme si on l'égorgeait, et le bruit de verres brisés, avaient appelé la police, pensant probablement à un cambriolage ou à une agression. 2 policiers sont sortis de leur véhicule, l'air méfiant, la main posée sur leur étui. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé le plus âgé, un homme grisonnant à l'air sévère et fatigué de travailler le soir de Noël. La porte d'entrée s'est rouverte violemment. Ma mère est sortie, échevelée, rouge de colère, le maquillage coulant, pointant un doigt accusateur et tremblant vers moi. « Arrêtez-la ! Arrêtez cette folle ! Elle a lâché une bête féroce sur nous. Elle a détruit ma maison. C'est une tentative de meurtre. Elle est dangereuse. » Les policiers se sont tournés vers moi. J'étais toujours là, debout dans la neige, serrant ma fille contre moi et tenant maintenant Néron par le collier. Il était sorti de la maison tout remuant de la queue, venant chercher des félicitations. « Madame ?» a interrogé le policier, visiblement confus par la scène. J'ai pris une grande inspiration pour calmer mes tremblements. « Monsieur l'agent, ma mère nous a mis à la porte, ma fille de 9 ans et moi, par moins de degrés, parce que j'ai refusé de donner mon appartement pour payer les dettes de jeu de mon frère. Mon chien a paniqué en nous entendant pleurer dehors, il s'est échappé du garage où on l'avait enfermé, et il a eu faim. » Le policier a regardé Lison, qui tremblait de froid, les yeux rouges et gonflés. Puis il a regardé l'intérieur de la maison à travers la baie vitrée brisée. Il a vu le chaos indescriptible. Il a vu la surprise fumante sur le fauteuil royal et l'assiette en porcelaine. Il a froncé le nez, puis un rictus a commencé à se dessiner sur ses lèvres. Il s'est tourné vers ma mère avec un regard nouveau, beaucoup moins bienveillant. « Madame, vous avez mis une enfant dehors par ce temps ? Le soir de Noël ? C'est chez moi. Je fais ce que je veux. » A glapi Bernadette, ne se rendant pas compte de l'image qu'elle donnait. « Regardez ce que ce monstre a fait à ma porcelaine. C'est une collection inestimable. » Le policier a eu un petit rire étouffé. Il retenait difficilement un fou rire nerveux. « Madame, je vois surtout des dégâts matériels causés par un animal non surveillé et affamé. Mais je vois aussi, et c'est plus grave, une mise en danger d'une mineure. Vous savez que c'est un délit de laisser une enfant sans abri par ce froid glacial ? Vous pourriez avoir des ennuis sérieux avec les services sociaux. » Romaric est sorti à son tour, tentant de jouer les victimes dignes. « Elle est folle, officier. Elle nous a agressés verbalement. Le chien est une arme par destination. » Le policier l'a coupé net, le toisant de haut en bas. « Monsieur, vous avez de la dinde et de la graisse sur vos chaussures italiennes. Et une odeur, très intéressante se dégage de vous. Vous devriez aller vous changer. » Les voisins, qui s'étaient massés derrière la grille en fer forgé, commençaient à ricaner et à pointer du doigt. Bernadette, qui vivait pour le qu'en dira-t-on et l'admiration des autres, était en train de vivre son pire cauchemar éveillé, une humiliation publique totale devant tout le quartier chic de Vichy. Sa réputation était en lambeaux, tout comme son tapis. « Écoutez, » a dit le policier calmement, rangeant son carnet. « Je ne vais arrêter personne ce soir. C'est Noël, j'ai autre chose à faire que de gérer des disputes de famille. Par contre, madame, il s'est adressé à ma mère d'un ton sans réplique, vous allez rendre les affaires de votre fille immédiatement.
Et vous, madame, il s'est tourné vers moi avec douceur, vous allez prendre votre fille et votre chien et rentrer chez vous bien au chaud. Et si j'étais vous, je ne reviendrais pas ici. Comptez sur moi, ai-je répondu avec soulagement. Plus jamais. Ma mère a dû aller chercher nos sacs à main restés à l'intérieur, enjambant les débris de verre et de nourriture, se bouchant le nez à cause de l'odeur pestilentielle. Quand elle me les a tendus, elle a sifflé entre ses dents. Tu me le paieras, Ludivine. Tu me rembourseras chaque centime. J'ai souri, pour la première fois depuis longtemps, un sourire vrai et apaisé. Je crois que Néron a déjà réglé la note, maman. Et il a même laissé un pourboire généreux sur ton assiette préférée. Le policier a éclaté de rire. Il n'a pas pu s'en empêcher. C'était la conclusion parfaite. Le retour à la maison fut silencieux mais profondément apaisé. Lison s'est endormie à l'arrière presque immédiatement, épuisée par les émotions. Néron ronflait sur le siège passager, le ventre plein de dindes de luxe, rêvant probablement de ses exploits. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. J'ai hésité à répondre, pensant que c'était ma mère pour m'insulter encore ou me menacer, mais c'était ma tante Colette, la sœur cadette de ma mère. Colette avait toujours été la brebis galeuse de la famille, l'artiste un peu folle, parce qu'elle avait osé divorcer 3 fois et vivre sa vie librement sans se soucier des conventions. Ludie ? A-t-elle dit, sa voix pétillante de malice. J'ai tout entendu. Les voisins m'ont appelé ce matin. C'est vrai pour la crotte sur le Limoges ? Dis-moi que c'est vrai. C'est vrai, tata. C'était grandiose. Elle a éclaté d'un rire sonore et communicatif. Oh, c'est merveilleux. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Bernadette doit être en train de frotter ses chaises à l'eau de Javel en pleurant toutes les larmes de son corps. Puis, sa voix est devenue sérieuse et conspiratrice. Écoute-moi bien, ma chérie. J'ai su pour les dettes de Romaric. Tout se sait à Vichy. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas, et qu'ils t'ont caché. Quand ton père a vendu le grand terrain constructible de grand-père l'année dernière, il a mis une grosse partie de l'argent sur un compte caché au nom de Romaric pour dissimuler ça au fisc et pour avantager ton frère. Mais légalement, cet argent fait partie de l'héritage anticipé, et tu y as droit. Elle m'a donné tous les détails, les noms des banques, les dates. Elle m'a aussi rappelé que j'avais gardé les preuves du virement de mes 40 000 € il y a 2 ans, avec l'intitulé clair prêt pour Romaric. Ne te laisse pas faire, Ludie. Ils t'ont assez marché dessus. Attaque-les. Fais-leur peur. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai puisé dans mes dernières forces. Dès le lundi matin, à la première heure, j'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille. Avec le témoignage écrit de Colette et les traces bancaires irréfutables, j'ai envoyé une mise en demeure officielle à mes parents et à Romaric. Le courrier était clair, je réclamais mes 40 000 € immédiatement, plus les intérêts légaux, sinon je portais plainte pour abus de confiance, escroquerie, et je dénonçais la fraude fiscale sur la vente du terrain aux autorités compétentes. La panique a changé de camp. La peur a envahi leur camp. Face à la menace réelle d'un contrôle fiscal approfondi et d'un procès public qui aurait ruiné leur réputation chérie, mes parents ont capitulé en moins de 48 heures. Ils ont dû vendre leur camping-car de luxe tout neuf et une partie de leurs bijoux de famille pour me rembourser. J'ai reçu un chèque de 42 000 € 3 semaines plus tard. Je l'ai encaissé avec une satisfaction indescriptible. Quant à Romaric, sans l'aide de mes parents qui étaient eux-mêmes coincés financièrement et surveillés pour payer ses autres créanciers mafieux, il a dû faire face à ses responsabilités pour la première fois de sa vie. J'ai appris par Colette qu'il travaille maintenant comme préparateur de commandes dans un entrepôt Amazon, de nuit. Lui qui méprisait les petits boulots et les gens qui travaillent de leurs mains, le voilà servi par le destin. 1 an a passé depuis cette nuit fatidique et mémorable. Nous sommes à nouveau le soir de Noël. Mais cette fois, le décor est bien différent. Je ne suis plus dans un manoir froid et hostile. Je suis dans mon propre appartement, que j'ai pu rénover grâce à l'argent récupéré. Il est décoré simplement mais chaleureusement, avec des guirlandes faites main par Lison. Il y a une bonne odeur de chocolat chaud, de clémentine et de biscuits à la cannelle qui flottent dans l'air. Lison est assise sur le tapis du salon, en train de jouer avec Néron. Elle porte un pull qu'elle a choisi elle-même, un pull avec un renne rigolo, et elle rit aux éclats, libre et heureuse. Tante Colette est là aussi, un verre de bon vin à la main, nous racontant ses dernières aventures de voyage en Patagonie. Nous n'avons pas de dinde de 5 kilos, ni de porcelaine de Limoges fragile.
Nous mangeons une raclette, simple, grasse et conviviale. Mais il n'y a pas de cris. Pas de jugement sur nos vêtements ou nos vies. Pas de demande d'argent sournoise. Juste de l'amour, du vrai, de la bienveillance pure. Je regarde mon chien, mon héros improbable, mon sauveur à quatre pattes. Il a un peu grossi, il faut dire qu'il a pris goût à la bonne cuisine depuis l'épisode de la dinde et nous le gâtons un peu trop, mais il est toujours aussi vigilant et aimant. Parfois, je me demande ce qui se serait passé s'il n'avait pas défoncé cette porte ce soir-là. J'aurais peut-être cédé sous la pression. J'aurais peut-être signé ce papier maudit. J'aurais peut-être tout perdu, ma maison et ma dignité. Sa vengeance primitive, animale et instinctive a été le déclic qui m'a sauvé la vie. Elle a brisé l'image de perfection glacée que ma mère tentait désespérément de maintenir. Elle a montré la laideur et la pourriture cachée sous les paillettes et les apparences. J'ai coupé tout contact avec mes parents et Romaric. Je les ai bloqués partout. Je sais par les rumeurs qu'ils racontent à qui veut l'entendre que je suis une fille ingrate qui les a ruinés et abandonnés dans la maladie. Mais je m'en fiche éperdument. Leurs mensonges ne m'atteignent plus. J'ai appris une leçon essentielle et vitale ce soir-là, et je veux la partager avec vous. La famille, ce n'est pas l'ADN. Ce n'est pas le sang qui coule dans vos veines ou le nom que vous portez. La famille, ce sont les gens qui vous tiennent la main quand vous avez froid, quand vous avez peur. Ce sont ceux qui vous défendent quand on vous attaque. Ce sont ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur donner. Parfois, votre vraie famille, c'est une tante excentrique, une fille merveilleuse et un chien qui n'hésite pas à faire caca sur les chaises des gens méchants pour vous protéger. Alors voilà mon histoire. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a ému, et peut-être même fait rire un peu, car le rire est la meilleure des vengeances. Si vous avez vous aussi vécu des histoires de familles toxiques, de parents narcissiques, ou si votre animal de compagnie a déjà pris votre défense d'une manière inattendue et héroïque, s'il vous plaît, racontez-moi tout dans les commentaires ci-dessous. J'adore lire vos anecdotes, vos témoignages, ça me rappelle que je ne suis pas seule dans ce combat. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un gros j'aime à cette vidéo pour soutenir mon travail. Ça aide énormément à faire connaître ces histoires et à aider d'autres personnes à ouvrir les yeux. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de dire stop et de se choisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, protégez ceux que vous aimez, fermez votre porte aux toxiques et n'oubliez jamais, parfois, la meilleure réponse à la méchanceté pure, c'est de laisser votre chien s'exprimer. Joyeux Noël à tous, où que vous soyez. À bientôt pour une nouvelle histoire.